Clap. Voilà, je sais pas. Bien vu. Je me suis chanté dans la veine. Salut Roman. Salut. On va commencer du coup par une petite ambiance sonore. L'idée c'est peut-être que tu nous décrives une ambiance qui fait appel un peu à tes souvenirs, tes premiers souvenirs sonores, ou un lieu, ou quelque chose où tu te sens bien, en tout cas de nous décrire un peu une ambiance, des bruits, où tu te sens bien. Pour commencer, est-ce que tu as quelque chose qui pourrait te venir un petit peu en tête? Oui, j'en ai deux. Alors le premier, c'est la voiture. C'est assez curieux parce que c'est pas du tout le. Enfin, c'est un espace clos qui laisse, enfin, qui filtre énormément de fréquences et qui, du coup, nous coupe un petit peu du monde. Mais curieusement, c'est peut-être aussi cette parenthèse sonore, en tout cas, qui nous permet d'avoir un petit peu plus de confort pour savourer, que ce soit de la musique, que ce soit des discussions avec un éventuel passager ou de la fiction sonore. Parce que bon, en ce qui me concerne, c'est en voiture que j'ai découvert la fiction sonore. Ah Donc, oui. du coup, ouais, c'est Du un coup, à la endroit radio. sympa. Et du coup, non, enfin, c'était une fiction radio, mais que j'ai écoutée en podcast. Voilà. Je n'étais pas à l'heure pour le rendez-vous. Mais ouais, c'est là que j'ai découvert ma passion pour ça en tant qu'auditeur dans un premier temps et qui a mené finalement très peu de temps après à cet amour et engouement de la création sonore au travers de cette fiction, quoi. Ouais. Donc, petite ambiance de voiture, seul dans la voiture, en train de rouler pendant des heures, à écouter de la Ouais. fiction. Bah, en plus, ce qui est marrant, c'est que quand on vient du son, la voiture, c'est vraiment le test poubelle, quoi. Donc c'est là qu'on va palper la quintessence de ce qu'on écoute. On va essayer enfin, c'est là qu'en fait le produit brut, pur, l'intention primaire en tant que technicien du son va se révéler ou non. Et bah, quand ça se révèle, du coup, c'est d'autant plus magnifique. Quand ça se révèle pas, on oublie les 15 minutes qui suivent, quoi. Mais voilà, donc c'est pour ça que c'est un endroit un peu particulier. Ouais. Carrément. C'est quoi tes premiers souvenirs même de son en général, tu vois, au-delà de la fiction sonore, tes premières notes peut-être aussi, parce qu'on va le voir un peu, tu composes, tu Ouais. fais beaucoup de musique. C'est quoi tes premiers souvenirs sonores? C'est le studio de mon père. Parce que dans l'univers musical, c'est là où j'ai commencé la musique, où j'ai en fait surtout décidé de m'y mettre parce que toute ma famille, surtout les hommes de ma famille, font tous de la musique. Ah oui. Et j'étais le seul qui n'en faisait pas, ou en tout cas qui refusait d'en faire, parce que peut-être que je refusais cet atavisme familial, quoi. Ok. Et un jour, j'avais 17 ans, je suis dans le studio de mon père qui, à l'époque, habitait à Haussin, qui est un petit village dans les Hautes-Pyrénées. Et ben, m'ennuyais, très concrètement. Et je voyais toutes ces guitares, ces claviers, l'ordinateur qui était constamment allumé. En plus, comme j'avais déjà assisté à des séances d'enregistrement de mon père, je savais comment fonctionnait le logiciel et tout. Donc, c'est là que j'ai commencé à apprendre une guitare que je ne maîtrisais pas. Enfin, je n'avais pas fait du tout de guitare de ma vie. Et voilà, j'ai passé 2 semaines de vacances chez lui à gratter des trucs et à découvrir ma passion pour la musique. Donc, du coup, je pense que... Donc la guitare du coup, premier Ouais, instrument. mon premier instrument au conservatoire, c'était la batterie. Ok. Et chose que voilà, j'ai un peu évincé de ma vie. Et pour me concentrer des années plus tard, du coup, à un instrument plus mélodique qui était la guitare. Et donc, c'est voilà, cette texture sonore, en tout cas la plus ancienne ou celle qui m'évoque le plus de souvenirs, c'est ça, c'est un studio feutré, un peu mal fait, avec de la moquette, avec de la moisissure, des choses comme ça. Enfin, vraiment un endroit un peu caverne, qui était l'antre de mon père, et ces machines tout le temps allumées, les compresseurs et compagnie, tout le temps allumés. Et puis, ouais, aussi la résonance dans la caisse de la guitare. Ces choses-là, en fait, c'est ça mes premiers vrais souvenirs sonores, ou en tout cas où j'ai voulu m'intéresser un peu plus à cette texture, quoi. Et après, tu t'es mis sérieusement à la musique, t'as appris la musique, t'as Ah fait ouais, des cours de musique frénétiquement. ou... Ouais. Frénétiquement, ouais. Je suis rentré de ces vacances et j'étais au lycée en terminale et je rentre de ces vacances et là, je sais pas, je discutais avec mes potes du lycée. Certains avaient déjà un pied dans la musique, d'autres avaient des velléités.
Et je les motive à ce qu'on se voit assez régulièrement dans un studio, enfin un studio, une cabane au fond d'un jardin dans la maison d'un autre pote. Et on se met à faire de la zik, à jammer, et puis après on commence à écrire un peu des morceaux. Mais tout ça, c'est à l'échelle de 2-3 mois, quoi. Enfin, ça s'est fait vraiment au retour de ces vacances d'été. J'arrive à la rentrée et j'essaye et je dis je veux faire ça, je m'ennuie trop et du coup je veux me lancer là-dedans. Et après en fait ça a déroulé. Alors, j'ai fait un projet lycéen avec ce petit groupe, on était 3, on a enregistré un truc, c'était marrant, puis après on a eu le bac et on s'est tous barrés à droite à gauche. Et à la fac par contre ouais, j'ai vraiment mis les bouchées doubles et j'ai eu un vrai projet sérieux avec d'autres copains que je me suis fait à la fac du coup. Ok. Et on a monté ce qui allait être ma première et on va dire seule aventure scénique, puisque ça a duré quand même 5 ans. Et voilà, on a pu faire des concours tremplin, des trucs comme ça. On a joué au Bataclan, à l'Alhambra. Enfin, c'était. Ah ouais, trop bien. Ouais, en Super fait, ça a été expérience. une progression très rapide Ok. et qui s'est arrêtée net à un moment donné parce que là aussi, je commençais à m'ennuyer un peu. Ok. J'avais envie de découvrir autre chose et du coup, la scène, ouais, c'est fini. Un peu comme ça, quoi, presque naturellement. Et puis c'est surtout, il y avait des volontés de part et d'autre, encore une fois. On avait nos diplômes en poche, on Mm. voulait partir à droite, à gauche. Et puis moi, je suis parti vers la musique à l'image après. Voilà. Ok. Et avant ça, déjà, est-ce que dans ton parcours scolaire, tu avais une patte un peu artistique ou est-ce qu'il y avait déjà cette appétence un peu à devenir auteur, créateur en tout cas? Ouais, au lycée, j'avais mon prof d'anglais que j'embrasse, qui est auteur aussi, et qui faisait un club d'écriture le midi pendant la pause déj. Donc pendant que tous les camarades étaient à la cantine, il demandait à qui le voulait. Alors on n'était que des mecs, mais il demandait à qui le voulait de venir assister à son club, hein, qui était ouvert à tout le monde, et en fait de travailler des exercices d'écriture, etc. Et moi en fait j'avais des copains, comme j'avais un cercle de potes au lycée qui était assez geek, geek jeux vidéo, jeux de rôle, etc. Ok. J'aimais bien traîner avec eux, même si je pratiquais pas trop le jeu de rôle encore à l'époque, pas trop le jeu de société, encore moins les jeux vidéo. Et du coup, je me suis accoquiné avec ce groupe qui, du coup, assistait au club d'écriture. Et en fait, c'est vraiment là que, pareil, euh, presque de l'ennui est née cette volonté de raconter des histoires. J'étais pas spécialement bon, en tout cas pas du tout au même niveau de mes camarades et du prof aussi. Enfin, quand il donnait des exercices à faire, qui étaient des exercices de style, je faisais jamais, je respectais jamais la règle, j'étais toujours hors sujet. Mais j'aimais ça, en fait, j'aimais ça, j'aimais écrire, et puis j'aimais surtout lire ce que faisaient les autres aussi. Je trouvais qu'il y avait du talent pour des jeunes gars de 17 ans, Ouais. qui étaient fous. Et après le lycée, bac en poche, il y avait la musique évidemment, mais c'est aussi parallèlement que j'ai découvert le jeu de rôle en tant que joueur. Et très rapidement, j'ai eu envie d'écrire mes propres histoires. Et donc, avec cette même table de copains, on se passait la casquette du maître du jeu et on faisait des histoires. Et puis moi, je prenais vraiment goût à ça. Et c'est vraiment, voilà, à partir de ce club d'écriture, de ce petit groupe d'amis et des jeux de rôle que j'ai commencé à écrire. Ok. Et lié du coup un peu, parce que les études, tu as fait des études d'histoire en spé mythologie grecque Ouais, classique. Lié un peu du coup à ouais, ça, tu trouves un vrai carrément. lien? Est-ce que l'un a influencé l'autre? Ouais, ouais. Bah, de toute façon, dans l'univers du jeu de rôle, la mythologie, qu'elle soit grecque ou autre, elle est ultra présente. Ok. C'est le lore, généralement, on prend toujours des éléments de ces grands mythes, de ces grandes histoires. Et forcément, ça façonne des intrigues beaucoup plus resserrées. Et ouais, la mythologie grecque a fait partie intégrante, en tout cas, de mes premières ébauches de jeux de rôle en tant que maître du jeu. Et, euh, et pour la petite histoire, j'ai même écrit un livre qui, évidemment, n'est jamais sorti, Oui. mais j'ai écrit un livre sur et si les dieux grecs étaient encore en vie, et surtout vivants, quoi, pas juste une idée abstraite, mais vraiment genre là. Et c'était affreux, je pense, à lire. Vous avez les personnes qui ont dû me lire derrière, m'ont dit ouais, c'est bien, mais je pense qu'elles avaient envie de fuir surtout. Mais voilà, ça a toujours été là, ouais. La mythologie grecque, c'est sûr que je l'ai tatoué sur la peau, hein, de toute façon. Ah ouais, C'est très présent, ouais. c'est vrai. Mm. Et ça t'inspire encore aujourd'hui quand tu fais de l'écriture, quand tu écris une fiction sonore? Ouais. Mais toutes les légendes, notamment celle d'Homère, sont quand même basées sur une trame narrative qui est très exploitée Ouais, aujourd'hui, qui est carrément. très récurrente. Le cycle du héros, etc. C'est, enfin, Ulysse, l'Odyssée, etc. C'est vraiment l'archétype. Ouais, c'est très présent. Après, les Grecs, ils ont cette faculté à vraiment façonner des personnages hautement pointus en termes de psychologie
et de dramaturgie, hein, parce qu'en fait, c'est au moment où le personnage se révèle qu'il subit le plus grand drame de sa vie. Et ça, c'est quelque chose que j'ai embrassé, parce que moi, généralement, dans mes intrigues, tous mes personnages s'en prennent plein la tronche au moment où ils se sentent le plus invulnérables. Voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je tire de la mythologie grecque. Bien les dans l'ensemble. détruire. Ouais, ou vraiment que le destin trouve cet angle que Ouais. même le héros n'avait pas envisagé, cette espèce de faille dans la carapace qui va venir les anéantir, en tout cas les mettre plus bas que terre un temps donné, jusqu'à ce que ces derniers se relèvent par la suite. Ouais. Et comment t'arrives du coup à faire de la fiction sonore ensuite après ça? Ouais, c'est bien plus tard. La fiction sonore, c'est... donc là, toute cette jeunesse, j'ai 20 ans ish, quoi, tu vois, Ouais. je suis dans le début de la vingtaine, et là, non, il faut attendre 10 ans Ok. avant que je m'y intéresse Et qu'est-ce vraiment. qui se passe justement dans ces 10 ans? Dans ces 10 ans, musique à l'image. Ouais. Ah, si, non, il y a un élément qui est important. Avant que je me mette à la fiction sonore, je travaillais dans un escape game. Ouais. Ça, c'est en sortie d'études? Non, Non. c'est bien après. Ok. En sortie d'études, j'ai pas voulu continuer enfin, j'ai pas voulu aller dans la continuité de ces études-là, ça m'intéressait pas. J'ai vraiment fait ça. J'ai eu mon diplôme en poche et voilà, c'était pas un univers qui m'intéressait, c'était l'univers de l'administration culturelle et ça faisait pas du fantasme, quoi. Ça créait pas ce fantasme-là. Donc non, je suis allé, j'ai testé plein de trucs, j'ai eu 1000 jobs. Ouais, j'ai fait des serveurs, j'ai travaillé chez Google, j'ai travaillé dans le service, j'ai fait plein de trucs, dans le sondage, comme beaucoup de gens. Ouais. Donc là, c'était à Euh, Paris du coup? Ouais, tout ça à Paris. Et ensuite, j'ai une rupture amoureuse très douloureuse qui m'a fait traverser le désert pendant 1 an. Et ensuite, j'ai rencontré la personne qui partage ma vie aujourd'hui. Et c'est une personne qui m'a conforté dans l'idée d'explorer en fait ce qui me donnait envie en termes de création, parce que moi j'ai toujours eu cette envie de créer. Mm. Et en fait, voilà, en cherchant un autre petit boulot, un énième, j'ai trouvé cette annonce dans cet escape game et j'y suis resté 4 ans jusqu'à ce que je quitte Paris. Voilà. En fait, j'ai quitté Paris, pas par rapport à cet escape game, au contraire, j'ai quitté Paris parce que j'avais envie de partir. Et en fait, ça a été le dernier chapitre parisien de ma vie, ça a été ça a duré 4 ans et demi. Et j'ai rencontré énormément de gens qui m'ont énormément inspiré, avec qui je collabore encore aujourd'hui. Et c'est surtout là que j'ai eu mes premières envies de faire des choses ambitieuses. Ok. Et ce sont les racines de ta première fiction sonore, Hello Ouais. Musical. Alors le préambule de ça a été un jeu de rôle grandeur nature. Ok. En fait, avant de parler de fiction sonore, c'était surtout l'envie de faire quelque chose de très immersif. Et venant du jeu de rôle sur table, forcément, on se met tous à imaginer la même histoire. On s'immerge, mais individuellement. Et moi et quelques-uns, on a voulu, comme beaucoup d'autres assos et groupements de jeunes créatifs, on a voulu créer une expérience immersive. Donc là, c'était une murder party. Dans un lieu improbable qui était, pour la petite histoire, le château du général Leclerc en Picardie. Donc en fait, au hasard de mes pérégrinations, j'ai rencontré sa petite fille qui un jour m'a dit moi j'habite un château et en fait on vit dedans avec ma famille, mais on n'est pas tout le temps là et en plus on ouvre l'activité du château à la location pour divers événements, etc. Et donc évidemment ça pop dans ma tête et là j'appelle mes potes, je leur dis on a une opportunité, on avait envie de faire un jeu de rôle grandeur nature. Là, j'ai une opportunité de lieu improbable. C'est un château qui est habité, qui est dans son jus, type début 20e et tout. C'est plus qu'inespéré comme opportunité. On se chauffe, on le fait, Juste on pour le s'éclate. kiff, entre potes. Juste pour le kiff entre potes. Alors, c'est un kiff qui te fait des nervous breakdown à répétition quand même, hein, parce que c'est un boulot de faire des jeux de rôle grandeur nature, Ouais. même à l'échelle d'un week-end. C'est 1 an de travail, c'est deuxième 35 heures à t'ajouter sur ton agenda, c'est des réunions à n'en plus finir, des prises de tête avec tes potes, et tout ça évidemment pour accoucher d'un truc dont t'es fier, et puis surtout en gardant intact tes relations humaines, ça c'est très important. Et ouais, on a fait ce jeu de rôle, ambiance années 20, un truc à la Gatsby avec un élément fantastique évidemment, me connaissant ce n'est pas surprenant. Et du coup, fort de cette expérience, j'ai envie de raconter des histoires, pas forcément de faire des GN toute ma life parce que ça rapporte pas un sou et puis surtout c'est très chronophage et encore j'avais pas envie de mourir jeune, donc du coup c'était aussi une option pas trop envisageable à ce moment-là par ce prisme-là. Et donc je cherche sans le chercher
un médium qui me permet de créer des trucs immersifs. Je suis pas genre, je viens du théâtre aussi, parce que j'ai fait du théâtre. Quasiment l'essentiel de mes copains sont des théâtreux, en tant que metteur en scène ou comédien. Parce que là, t'es déjà dans la troupe en bois ou... Ouais, je suis déjà dans la troupe en bois Ok. à ce moment-là. Dont Ouais. on reparlera. puisque Dont on vous avez reparlera, créé, ouais, carrément. il y a Je suis peu, déjà dans une la troupe fiction. en bois à ce moment-là, depuis pas si longtemps, Donc mais en tant que comédien, en tant que troubadour. troubadour. Ok. Pré- Encore mieux. Précision, ouais. Je ne joue pas la comédie, je fais la musique et le bruitage sur scène. Ok. Super. J'illustre l'histoire, voilà. Ok. Et du coup, je suis dans cette phase de recherche sans vraiment chercher, parce que sans vraiment savoir où je veux m'adresser. Je me sens pas les épaules assez larges pour tenter l'audiovisuel. Le théâtre, je m'en méfie un peu. Ok. Et la littérature, j'avais déjà du coup essayé d'écrire enfin, j'avais écrit un bouquin, hein, parce que j'ai vraiment écrit le bouquin, je l'ai même envoyé à des maisons d'édition, etc. Évidemment, si c'était sorti, ça se serait su. Et voilà, j'ai tenté de la littérature, ça n'a pas marché. Donc, j'attends ce qui se passe. À ce moment-là, je travaillais déjà dans l'escape game. Et il y a un truc qui est récurrent quand on est maître du jeu dans un escape game, c'est la folie de la routine. C'est-à-dire que ça nous rend fous, c'est littéralement, hein, c'est presque une pathologie. C'est qu'à un moment, tu enchaînes 10 heures de session de la même salle avec des joueurs qui pensent être uniques et en fait qui reproduisent les mêmes conneries, qui te disent les mêmes choses, c'est les mêmes séquences. C'est un jour sans fin, mais toute l'année. Et en fait, de cette folie, il est né une forme de solidarité entre les maîtres du jeu et un gimmick vers 22h30, 23h, donc quasi à la fin de la journée de travail, je précise, parce que c'est la nuit. Putain, mais notre histoire, elle est tellement infernale qu'on devrait en faire une comédie musicale. Parce que, en fait, tous les gens, les maîtres du jeu, il faut savoir que 95% des maîtres du jeu sont soit comédiens, soit musiciens. Voilà. C'est les 5% qui restent, c'est des anomalies, c'est des gens perdus. En attendant, c'est des gens, voilà, des comédiens, des artistes qui viennent ici, soit dans l'attente du grand soir, soit dans un mouroir inconscient. Et dans tous les cas, il y a cette espèce d'énergie qui émane de cet instant et qui donne envie de créer quelque chose d'impossible. Et à ce moment-là, en fait, naît cette envie de faire une comédie musicale. Évidemment, monter un spectacle musical, c'était complètement hors de notre portée, tu vois. Et donc, vient ce truc, l'audio. Et comment ça vient ? C'est une bonne question. Ça part de toi, en tout cas. Ça part de moi, ouais. Ça part de moi. Il y a beaucoup de musiciens dans cette énergie de départ, de jeunesse de projet. Il y a beaucoup de musiciens, donc il y a l'envie vraiment d'aller en studio, de faire quelque chose de léché, de pointu, et pas forcément de se laisser, de se donner... Enfin, comment dire, de se mettre dans le risque de la scène et de la conception d'un spectacle qui nécessitera des moyens, des frustrations, etc. Mais de faire quelque chose de beaucoup plus immédiat pour prendre la vague tant qu'elle est là, quoi. Et en fait, naturellement, ouais, on s'est dit, on va faire une fiction audio, on appelait ça une comédie musicale audio, parce qu'en fait, à ce moment-là, moi, ça y est, j'étais déjà un peu tombé dans les bottes de l'auditeur de fiction sonore. Ça y est, j'avais déjà écouté mes premières fictions, ça m'intéressait déjà, et donc je propose, voilà, et si on faisait ça en fiction sonore, une fiction chantée, un morceau par épisode. On fait une histoire sur nos vies, en fait, sur des artistes qui se trouvent dans un escape game pour essayer de joindre les deux bouts et qui attendent le grand soir et qui essayent de tout faire pour y être. Et donc, on se met à nu, on écrit à 5 mains. Et, donc 5 paires de mains. Tous de l'escape game, du coup ? Tous de l'escape game. Ah oui, la direction artistique, c'est que tous les protagonistes, toutes les forces vives de ce projet devaient faire partie du même escape game. Et comme on avait que des comédiens et des chanteurs, c'était parfait. Voilà. Après, avec des dynamiques plus ou moins différentes. Mais en tout cas, c'était parfait. Et tout le monde chantait ? Et comment ? Tout le monde chantait déjà un petit peu ? Ouais. Ou... Même des gens qui chantaient pas se sont laissés aller parce qu'en fait, il y avait ce climat aussi qui faisait qu'on avait envie de se... Et puis, on n'avait aucune ambition pour ce projet. Donc, en fait, on fait ça pour nous. Et en même temps, ça marche trop bien. Et en même temps, ça marchait bien. C'est là... Alors, c'était un projet ambitieux parce qu'on avait 12 personnages. On avait une équipe de 5 auteurs, la réal, un ingé son, la zik à gérer derrière. Parce que moi, j'ai composé du coup, ouais, faut moi, écrire j'ai fait le les audio, chansons. il fallait tout composer, il fallait tout taf. joindre comme ça. Se transformer en équipe de prod.
alors qu'on n'en avait pas les épaules, pas forcément l'esprit. Mm. Ça a été très chaotique. En fait, ça a été un projet jeunesse pour absolument tous les pans de la création, dans l'écriture, la musique et l'organisation. Il y a des choses où il y a eu énormément de couacs et des choses qui sont merveilleuses qui en sont sorties. Donc ça t'a beaucoup appris aussi. Ouais, bah ça a été. C'est quoi que tu retiens le plus, en tout cas, des erreurs que tu as pu faire ou des difficultés que tu as rencontrées qui t'ont servi ensuite aussi pour avoir des fictions plus simples ensuite? Euh, déjà, vouloir faire plaisir à tout le monde, c'est pas une bonne idée. Ouais. À toute C'est-à-dire- l'équipe, tu veux dire, de Ouais, toute création? l'équipe, genre Ouais. que toutes les. Enfin, de pas faire de compromis en fait. Ouais. C'est ça. Quand chacun a une doléance parce qu'il se sent pas bien ou parce que cette scène, ça raconte un truc qui réveille un autre truc en la personne, etc. Tu l'entends et en fait, tu as envie de discuter autour de ça, mais en fait, derrière, tu as d'autres personnes qui attendent, etc. Et tu te retrouves complètement submergé par cette organisation anthropophage. Et donc, on se retrouve à dire oui à tout le monde et à être débordé et à perdre le sens, en fait, de tout ça. Et puis surtout, au bout d'un moment, à voir aussi certaines personnalités se révéler et des personnalités qu'on aurait pu peut-être un peu mieux anticiper qui ont pris trop de place. Voilà. Mais dans tous les projets, tu as ça. Dans les groupes de musique, moi, je l'ai bien connu. Ouais. Et ça, ouais, c'est pas que je m'en veux, parce qu'au final, encore une fois, il n'y a pas eu d'incidence dramatique dans ma vie, mais ça a été des passages un peu difficiles, ouais. Et ça, pour autant, ça m'a pas détourné de cette envie de continuer, mais ça m'a montré, ouais, que la prochaine fois, faut mettre les points sur l'i tout de suite, quoi. C'est le projet d'abord, les égos après, et les compromis au milieu, quoi. Mm. Ouais. Ouais, surtout que après par la suite, et notamment aussi avec Nord-Nord-Ouest qui est sorti récemment, c'est des projets très coraux que t'aimes bien créer avec beaucoup de comédiens aussi, Ouais. une troupe, une coécriture. Donc ça, c'est vrai que c'est des choses qui t'ont peut-être servi dès ce projet-là, en fait. Ouais, ça c'est vrai que la dynamique de collectif large, c'est quelque chose qui est né donc avec cette comédie musicale, Hello Musical, qui m'a vraiment appris à bosser avec des gens. Dont je partage pas forcément la même dynamique, le même rythme de travail, d'engagement, etc. Et en fait, la troupe en bois avec laquelle j'ai fait Nord-Nord-Ouest, c'était la dynamique inverse. C'est des gens très consciencieux, hyper pro, parfois trop. Enfin, c'est de mettre l'emphase sur des choses on va dire moins importantes pour pas dire futiles parce que ça serait pas leur rendre hommage mais vraiment des gens qui ont l'amour du bienfait et enfin l'envie de raconter des belles histoires aussi et donc c'était une dynamique tout autre et c'est vrai que la chance que j'ai eue avec ce projet Nord-Nord-Ouest c'est un projet qui était une pièce de théâtre initialement pièce de théâtre pour laquelle j'avais été recruté par la troupe en bois pour faire le troubadour sur scène. Donc moi, en fait, j'ai pu être aussi spectateur de ce projet. Donc comme j'étais une pièce rapportée, j'étais déjà spectateur du truc et j'ai appris en fait en observant, j'ai appris en suivant aussi les directives, puisque même si évidemment on me demandait mon avis, moi je suivais le tempo et en fait, donc on a joué des dizaines de fois cette pièce. Elle est tombée dans les arcanes du théâtre, comme bon nombre de pièces. Et un jour, on s'est retrouvés, quelques années plus tard, on s'est dit, on a tellement aimé ce projet qu'on a envie de lui donner une seconde vie, et puis surtout de l'ancrer dans un espace presque immortel, qui était donc du coup l'audio, et à disposition de tout le monde, à n'importe quel moment de la vie. Et, c'est comme, et en fait, ça a tout de suite mis un climat hyper positif pour la création de ce projet. Et en plus, après, avec... comment dire, la dynamique de production et de création, de façonnage d'une troupe de théâtre. Et ça, en vrai, je souhaite à tout le monde de vivre ça parce que c'est des gens qui savent s'organiser, déjà, très important. Et puis surtout, c'est des gens qui savent entretenir une flamme, en fait. Et ça, c'est parce que quand tu montes une pièce de théâtre, ça peut se monter 2 ans avant l'exploitation. Donc c'est un travail de longue haleine. Et en fait, ça a été ce process qu'on a fait pour Nord-Nord-Ouest, qu'on a mis 1 an à le faire, enfin 2 ans même presque, à le faire. Et en fait, à aucun moment on a perdu la flamme parce qu'en fait, cette dynamique de groupe, ce groupe en particulier, comme bon nombre encore une fois de troupes de théâtre, a su entretenir cette flamme, a su comment dire, créer toujours cet instant où on a envie de créer, de l'amener plus loin, quoi. Et Voilà. ce plaisir, on sent le plaisir tout au long de la fiction. Ouais, c'est ça, ça a un grand plus, ouais, pour Ouais, cette vous êtes fiction. éclaté.
Ah ouais, bah ça a été 3 jours d'enregistrement complètement dingue. À chaque fois, on avait tout le monde. Il y a 12 ou 15 comédiens. Tout le monde était tout le temps là dans le studio. Donc, quand il y avait des scènes à 2, 3, 4, 5, il y avait l'énergie collective Ouais. tout le temps. Et tout le monde était là et personne ne voulait rater un instant, quoi. Et tout le monde était fier de tout le monde. Enfin, c'était vraiment c'était une super parenthèse. Ouais. J'ai oublié, enfin, t'oublies tout, quoi, à ce Ouais. moment-là. Voilà. Ça m'a beaucoup fait penser, moi, à l'énergie que pouvaient avoir les sagas MP3 à l'époque aussi. Pas forcément dans un comparatif sonore, mais dans l'énergie, le plaisir justement qui était pris, dans le côté aventure aussi carrément qui est hyper présent dans Mm. Nord-Nord-Ouest. C'est quelque chose qui a pu t'inspirer. Toi, t'as écouté un petit peu des sagas MP3 Ouais, Je sais que t'as été proche de Reflet d'Acide à un moment qui était venu vers toi ouais, pour un projet. carrément. Ouais. Avec la team de Reflet d'Acide que j'ai rencontré un peu par hasard. D'ailleurs, je les ai jamais vraiment vus. On s'est beaucoup vus en visio, on s'est eu au téléphone, donc avec Pétula RDA, avec JBLX aussi. On a fait des live Twitch ensemble, c'était drôle. En fait, j'ai rencontré la communauté de la Sagasphère par le biais de François TJP, qui est un de ses membres éminents. Euh, et c'était pas forcément son entreprise de vouloir un peu m'introduire à ce milieu, c'est juste au travers de discussions, en fait, il m'a dit, bah, tu devrais écouter ça, parce que machine ou machin, c'est super ce qu'il fait, etc. Et en fait, la saga MP3, c'est un milieu de créateurs et créatrices qui n'ont aucune velléité professionnalisante dans ce qu'ils font. Et C'était je trouve ça purement plaisir. ouais, C'est la création pour le plaisir, créer des exactement. aventures. Et c'est pas pour autant que c'est mal fait. Et c'est ça qui est formidable. C'est parce que la plupart des temps, ce sont des gens qui sont ingé son, sound designer, voix off. Donc c'est des gens qui connaissent le métier, connaissent les codes. Et en fait, je pense qu'ils sont un peu las de leur quotidien à travailler pour des boîtes corpo, à faire des spots pubs, des conneries comme ça. Et c'est des gens qui en fait se sont créés cette espèce de bulle et dans laquelle il n'y a aucune limite. Et puis surtout, bon, la saga Sphère, c'est quand même globalement, à quelques exceptions près, un milieu où toutes les histoires racontées, c'est des histoires de niche, enfin, sur des univers avec des codes très nichés. Donc, on a du jeu de rôle, on a du jeu vidéo, on a des parodies de jeux vidéo, on a de la pop culture en termes de séries, de films, etc. C'est des gens qui, en fait, ont Bourgeon de envie. Malbec, donc Reflet d'Acide, Adoprix Toxis aussi, moi Ouais. j'étais bercé aussi avec ça. Ouais, Trauma Fantasy X, enfin Ouais. des choses un peu comme ça. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que en plus c'est des gens qui prennent le temps, c'est-à-dire qu'ils recrutent leurs comédiens, ils font enregistrer les prix chacun de son côté, et puis le projet il sort 3 ans plus tard. En c'est plus, Adoprix Toxis, je crois que ça a mis 20 ans, et la suite Xanta n'est toujours pas terminée 20 Ouais. ans après, quoi. Enfin, c'est presque des mythes Ouais. dans le mythe, quoi. C'est assez extraordinaire. Et il y a une énergie, et puis bon, après, c'est une communauté qui est hyper bienveillante, et ils se connaissent tous. Ouais. Il y a des conventions, un Podren, etc., où ils se retrouvent tous. Voilà. Il y a des petits collectifs aussi qui se montent à droite à gauche. Et en fait, je suis un peu tombé amoureux de cette communauté, avec laquelle, du coup, je monte un projet de festival de fiction sonore sur Bordeaux. Parce qu'en fait, voilà, il y a cette volonté de montrer au monde que c'est pas forcément qu'ils existent parce qu'ils n'ont pas besoin de ça. Tu vois, peut-être leur discours revendicateur, c'est on n'a pas besoin des autres pour exister. En fait, c'est juste qu'on a éventuellement envie de partager, quoi. Juste ça. Partager. Et ça, je trouve ça hyper noble dans leur démarche. Et encore une fois, il n'y a aucune prétention. Et ça, c'est génial. Et après, par contre, c'est assez dingue parce qu'il y a des fictions, c'est vraiment des pépites, quoi, dans la saga Sphère. Alors, ce qu'ils appellent donc les sagas, c'est des séries. Et ce qu'ils appellent les monos, c'est des unitaires. Voilà. Et t'as des bombes, des fois. Alors, parfois, qui sont un peu mal faites techniquement, mais le propos est juste incroyable. Henri Bréjon, qui a fait L'Abri, par exemple, il a fait ça avec ce qu'il avait sous la main, avec ses potes. C'est pas forcément toujours bien incarné, c'est pas forcément toujours bien monté, etc. Il y a des sibilantes qui agressent un peu les oreilles de temps en temps. Mais par contre, l'histoire est juste dingue. C'est juste dingue. Demain, si on passe la nuit de Ikos qui raconte son voyage en Ukraine, parce que sa compagne est ukrainienne pendant la guerre, où en fait, son propos, il est simple, c'est « je suis français, je connais rien à l'Ukraine, je sais pas ce qu'ils vivent, mais on y va ». Et quand il revient, dès qu'il entend une sirène, il se met sous la table. Et juste ça, voilà, pareil, c'est monté, c'est réalisé, incarné, parce que c'est un peu fiction, enfin c'est docu-fiction, par voilà, il y a des incarnations qui sont un peu aléatoires. Mais putain, l'histoire est dingue en fait. C'est ça qui est. Donc c'est des gens qui ont des choses à raconter.
soit qui ont des choses à raconter, qui le font avec ce qu'ils ont, techniquement, soit qui n'ont pas forcément grand-chose à raconter, mais qui le font super bien. Et ça, moi, je trouve que, comme il y a zéro limite, ils n'ont pas d'enjeu, donc ils font Ouais. ce qu'ils veulent. Mmh. Et en vrai, ils le font bien. Et j'ai jamais entendu dans la saga Spare quelque chose qui m'a fait, grincer des dents parce que le discours était pas très OK, Ouais. tu vois. J'ai jamais entendu de choses cancel. J'ai jamais. Enfin, c'est un climat qui est, en fait, c'est une vraie source d'inspiration. On va entrer un peu dans ton processus d'écriture, de réal aussi, parce que donc t'es auteur, réal, comédien aussi, compositeur. Et justement, peut-être commencer par ça, tu as différentes tâches, tes multitâches un peu sur la création de fiction sonore. Comment tu t'y prends pour créer à toutes ces étapes-là, parce que tu fais aussi du montage, du mixage pour certaines de tes créations sonores. Comment tu t'y prends un peu pour créer une fiction? Est-ce qu'il y a une méthode, un processus? Bon, bah, il y a beaucoup de diversité aussi quand même dans ce que tu as produit. Mais est-ce que tu as un processus, une méthode? Euh, alors moi, j'écris peu parce que j'ai cette fâcheuse tendance à absolument vouloir réaliser ce que j'écris derrière. Et comme ça me tue, parce que ça me demande énormément d'énergie, et ben je me limite. Voilà. Donc quand j'écris pas, je me nourris hein, évidemment d'autres choses, de livres, de séries, de fiction audio. Et c'est quand vraiment je tiens quelque chose, une idée, même un embryon d'idée, et même si je sais pas où je veux aller, comme avec l'Élysée, au début je savais pas où je voulais aller, je me lance. Et en fait, je me lance et je ne m'arrête d'un moment où je sens que l'histoire est terminée. Donc, donc j'écris peu, mais quand j'écris vite et je peux mettre 3 semaines à écrire une série de 4 heures. Quoi. Voilà. Est-ce que tu écris déjà avec la réelle un peu sonore ou avec des intentions en tout cas? Non, pour la simple et bonne raison, comme je sais que c'est moi qui monte derrière, la plupart du temps, je me dis que je verrai ça plus tard. Ok. Ouais. En fait, si, il y a quand même. Alors, je prends en compte le médium, ça c'est hyper important parce que tu peux pas non plus faire des scènes trop visuelles. Et puis bon, maintenant les codes, je les ai je connais par cœur. Mm. Et il y a ce côté où, je sais qu'une scène d'action à l'audio, c'est pas forcément le plus pertinent, c'est pas forcément le plus lisible. Ouais. Donc, oui, j'écris en fonction du médium, mais je pense pas à tous les recoins de la réal. D'ailleurs, si bien que ça m'arrive très régulièrement d'avoir pensé un truc au script en termes de réal et de faire l'exact opposé en montage derrière. Parce que au final, je me suis rendu compte que en fait, j'ai pas cette clairvoyance à me dire ça va exactement se passer comme je l'entends. Et non, je m'ouvre au doute, à l'incertitude. Et en revenant de montage, de tournage, pardon, avec les voix dans la boîte, quand je commence à dérusher, etc., je vois qu'il y a des choses, je sens que ça va pas marcher. Donc il faut que je trouve une alternative. Et voilà, ça se fait généralement comme ça, quoi. Donc dans l'écriture, c'est comme ça. C'est souvent, je moule une idée. Et quand je sens qu'elle est prête à faire, enfin que je suis prêt à faire quelque chose avec, je l'écris. Après, je me pose la question de comment je vais la faire, comment je vais la concrétiser. Et, et ensuite, voilà, je rentre dans le dur, quoi. Mm. Enfin, mise en branle de la production, enregistrement, post-prod, et en fait, tous ces échelons qui viennent vraiment bout à bout, hein, tant que tu peux rien anticiper. Ouais. Euh, quand c'est le dérochage, je suis pas quelqu'un qui. Alors moi, je suis partisan de la prise unique. J'évite d'avoir trop de rush. Ok. Dans la Euh, direction d'acteur, du coup, tu sais, one ouais, shot. ouais, tout de suite. Moi, je prends toujours 10-15 minutes avec mes comédiens qui n'ont pas forcément toujours lu le texte parce que je leur demande pas de le faire. Je leur explique le contexte sans forcément leur dévoiler l'histoire, surtout que il y en a la plupart, ils veulent attendre d'écouter l'histoire pour savoir de quoi ça parle. Et donc, du coup, voilà, je prends 10-15 minutes avec eux, je leur explique le contexte, je leur fais ce qu'on appelle aussi la chorégraphie après. Parce que comme j'essaie de faire, surtout avec Élysée, j'ai fait beaucoup de tournées-montées, donc prise réelle, quand les personnages se déplacent, il faut que je leur dise où ils doivent aller. Donc, on planifie la chorégraphie, les intentions de mouvement, le placement par rapport au micro, Mm. etc., etc. Et après, ça roule. Et je préfère les arrêter pour qu'ils reprennent un bloc plutôt que dire, OK, celle-là, elle est bien, mais on fait la redite, on fait la petite sœur ou autre. Euh, Parce que je sais que c'est moi qui monte encore une fois derrière et que je ne sais pas que je fais néant, mais je sais que j'écouterai pas les autres rushs en fait. Ok. Je vais écouter la première, je vais éditer, un peu monter. Si vraiment il y a un truc qui va pas, j'irai piocher ailleurs. Mais Est-ce que tu sens, du coup, ça te fait une oreille neuve, peut-être à chaque fois aussi, à chaque étape de réalisation ou... ouais, j'ai évolué hein, parce que c'est vrai qu'au début, je faisais un max de rush quoi. C'est vrai que je me retrouvais. Enfin, Hello Musical, je crois que bout à bout, la série doit faire 1h40.
Mais je crois que j'avais 8 heures de rush. Ah oui. Ouais. Non, et puis des scènes entières de 7 minutes, plan séquence, 15 fois dans mes bandes, quoi, tu vois. Ça, en fait, ça m'a vraiment montré que je pouvais plus faire ça. Et après, par contre, il y a une logique. Quand j'ai commencé aussi à bosser avec des boîtes pour faire de la fiction, avec Blind, avec Au revoir Charlie, etc., ils ont la même philosophie que moi. C'est-à-dire que eux, en fait, ils prennent la seule et unique. De temps en temps, ils se laissent des alternatives. Quand vraiment il y a une fin de phrase qui pourrait être modulée, modulable, etc. Et ça, c'est OK, quoi. Tu vois, parce que c'est vraiment c'est un petit plus, c'est un petit bonus. Ça mange pas de pain. Mais globalement, c'était la même philosophie, prise unique, et on embrasse l'éventuel défaut qu'il pourrait y avoir derrière. Et moi, j'aime bien ça. J'aime bien les acteurs qui bafouillent. J'aime bien les acteurs qui ont une prosodie parfois un peu aléatoire. J'aime bien l'acteur qui ne comprend pas son texte, mais qui le déclame quand même. Ça, c'est fort, j'aime bien. Parce que du coup, c'est là que tu vois aussi la beauté de ce métier d'acteur, hein, qui est de sortir de créer quelque chose, de composer quelque chose. Donc ouais, très peu de rush. Le montage, généralement, je vais assez vite parce que je rentre dans ma bulle et je ne fais rien d'autre. Et du coup, Hôtel Gorgias 2, qui était un projet colossal, j'ai mis 5 semaines à le monter. 8 épisodes que j'ai montés en 5 semaines, avec la musique, avec le montage, avec beaucoup d'effets de voix pour certains personnages, etc. Création de décors sonores, tout ça, machin. Mais en fait, parce que je fais que ça, du lundi au dimanche minuit. Et pour la musique, tu composes à chaque fois ou tu as une banque de Non, pas sons tout le avec temps. des musiques déjà que tu as... Ah non, jamais de banque son. Jamais de banque son. Non, mais la tienne, je veux dire. Non. Des Non. compos que tu aurais comme ça sur un disque dur. Ouais, non, je fais pas ça. Non, je compose vraiment pour chaque projet, chaque projet pour lequel je fais la musique. Parce que je fais pas la musique pour tout. Ouais. Ma fiction Sauf, par exemple, j'ai volontairement voulu déléguer la musique à un compositeur électro. Pour Tchadjé Planté, que j'ai fait avec Au revoir Charlie, c'était un compositeur de leur banque à eux, enfin de leur giron à eux, qui a fait la musique. Et après, ouais, non, quand même, pour le reste, c'est quand même moi qui ai souvent fait la musique. Non, ouais, c'est pas moi qui fais la musique. Pour le coup, c'est un compositeur, Alexis Pivot, qui a fait tout le livret. Ça, ouais, non, c'est vraiment avec le... Parce que chaque univers a vraiment ses codes. Tu vois, Hôtel Gorgias, comme c'est un univers un peu mythologique, et puis il y avait ce côté très méditerranéen que je voulais, donc avec beaucoup d'instruments à cordes, beaucoup d'instruments type flûte. Et donc, c'est quelque chose qu'on va plutôt retrouver du côté de l'Iran, du Liban, de la Grèce, de la Turquie, etc. Et donc, cette identité sonore-là, je pouvais pas la reporter ailleurs, quoi. Sauf c'était très électro, Nord-Nord-Ouest c'est très Tintin, très orchestral. Élysée, donc là, c'est MAO, tu vas travailler un peu sur... Ouais, oui. Logiciel, tu travailles sur quoi? Moi, mon logiciel, mon logiciel d'édite, c'est Nuendo. Et après, je travaille avec les banques Contact, Spitfire et d'autres, dont j'ai pas le nom. Enfin, j'ai plus le nom, mais ouais, non, pas mal quand même. Ouais. Pour avoir une grande diversité. Pour avoir le plus... Ouais, après, moi, j'aime bien les instruments exotiques et j'aime bien les instruments classiques. Donc, généralement, ma musique, elle est très, très orchestrale. On va se focus un peu sur Élysée. Bon, c'est encore en cours, du coup, pour l'instant. Donc, je ne dirai rien de la fin. Donc, on va pas spoil, mais du coup, c'est bien. On peut pas spoil aussi. Mais peut-être nous en parler, ce que ça représente un peu pour toi, ce projet. C'est un projet hors norme, quand même, par rapport à ce que tu as fait, qui ressemble pas du tout à... En tout cas, qui est très différent de ce que tu as pu faire avant. Ouais. Comment tu t'y es pris? Qu'est-ce que ça représente pour toi, un peu, l'écriture de ce projet? Élysée, ça a été une conversation avec Mehdi Bayad, d'abord. Donc, autre grand auteur de fiction sonore. Être vénérable, que la terre porte gracieusement. Avec Mehdi, on s'était retrouvé à longueur d'onde il y a 2 ans, et à ce moment-là, en fait, on parle... bon, lui, il est déjà parti dans la stratosphère... il était déjà engagé sur des projets complètement dingues. Et il me dit mais voilà, Hôtel Gorgias c'était cool, il faut que t'ailles, enfin voilà, il faut faire des trucs complètement dingues, la fiction sonore elle est bien pour ça, c'est qu'elle nous permet d'explorer des champs complètement inenvisagés par le passé, et autant s'amuser. À ce moment-là, j'ai pas d'idée. Comme ça m'arrive souvent quand on me demande, je n'ai aucune idée. Et en fait, on est resté, je crois, 3 jours à longueur d'onde. Et pendant 3 jours, je cherche une idée à pitcher à Mehdi pour qu'il m'encourage à la faire. Voilà, je me dis, si quelqu'un doit me donner une idée,
quelqu'un doit me donner de l'énergie, c'est bien lui. Et en fait, j'ai rien. Et donc, bah voilà, ça se finit. On rentre chacun dans nos pénates. Et je rentre à Bordeaux, lui à Bruxelles. Et, euh, et attends, c'était en fin janvier, longueur d'onde. Et un an plus tard, au début décembre 2024, j'envoie un vocal. Je suis à la gare de Libourne, à côté de là où j'habite. Je prends le train pour monter à Paris. Et en marchant, je sors de ma bagnole. Et en marchant, j'entends un téléphone. Quelqu'un qui avait mis son portable avec une sonnerie de téléphone à cadran. Va savoir pourquoi. Ça me donne une idée. C'est genre ce truc complètement anodin qui me donne une idée. Euh, on venait d'avoir la dissolution de l'Assemblée nationale, on venait d'avoir la victoire du FN aux européennes, du RN pardon aux européennes, etc. Et moi, je suis voilà très impliqué dans ça et j'ai peur comme beaucoup de gens et je me pose beaucoup de questions comme beaucoup de gens. Et à un moment, je crois que je me dis, et si la peur changeait de camp? Tu vois? Enfin bon, c'était ce côté, parce que bon, j'aime bien exploiter le fantastique dans mes histoires, donc du coup, il y avait Parce que c'est ça, souvent, tu as quand même ce côté fantastique Ouais. ou aventure. Là, on est dans une œuvre très politique. Ouais. Ou en tout cas, bon, on ne sait pas ce qui va se passer, mais Ouais. en tout cas, il y a ce côté politique, engagé, actualité très réel, même si le réel, quand même, est toujours là dans tes fictions sonores. Ouais. Mais là, tu vas chercher autre chose. Là, je vais chercher autre chose. Je veux ramener le fantastique comme catalyseur, comme élément perturbateur dans la normalité, dans le réalisme, et quelque chose justement qui va non seulement amener de la peur, mais qui va pas avoir de camp. Et donc, j'associe le contexte politique de 2024, cette sonnerie de téléphone qui vient de me popper aux oreilles à ce moment où je marche dans la rue, et vraiment, en l'espace de 30 secondes, je formalise une idée dans ma tête et je l'envoie en vocal audio à Mehdi Bayad. Et je dis, mec, je viens d'avoir une idée, et si, à l'Élysée, à un moment, on entend une sonnerie, on n'arrive pas à trouver le téléphone, ça rend les gens complètement dingues. Un an plus tard, on en discute. C'est là où on en est en plus aujourd'hui, là, du coup. Ouais. Fin d'acte 1, on n'en sait pas plus. C'est exactement ça. Et du coup, j'en parle à Mehdi, j'en parle à Romain Mallet et Morgane Sommet de Orson Productions, ceux qui ont fait Telos, Jacadi. Bon, Mehdi, qui est toujours bienveillant, me dit « Ah, c'est une super idée. Alors, par contre, j'ai pas trop le temps. » Parce qu'à la base, je voulais le coécrire avec lui. J'ai pas trop le temps. Sur un roman, là, il a sorti son roman. Il vient de sortir son roman et je pense que d'ailleurs, à l'époque, il était déjà en train de l'écrire. Ou en tout cas, dans la jeunesse de ce projet-là. Et puis bon, c'est quelqu'un qui a un agenda très rempli. Donc, il m'a clairement dit, moi, j'aurais pas trop de temps jusqu'à avril, mai prochain. Donc, pour moi, ça voulait dire oui, mais non, quoi, tu vois. Mais bon, c'était OK. J'en parle à Morgane et Romain, et ils me disent, ouais, on sait pas trop où tu vas avec ton histoire, mais bon, soit, tu reviendras quand t'auras un truc. Et du coup, bah, ça rentre dans un tiroir tout de suite. Je laisse le projet émerger, faire sa mixture dans ma tête. Et l'été qui suit, donc l'été 2025, je suis en vacances. Ma fille dort, c'est la sieste. Ma femme est en train de faire sa nage à la mer. Et moi, je suis tout seul à la maison. Je fume mes clopes, je suis devant mon ordi, je sais pas quoi écrire. Et à ce moment-là, je me dis, je vais y aller, quoi. On y va, j'y vais. Et j'écris. 3 semaines plus tard, c'est fait, quoi. 3 semaines plus tard, j'ai 260 pages de script. Ah oui, donc ça va vite. Ouais. T'écris vraiment vite. Ouais, pour le coup, ouais. Ça, c'est... Ouais, c'est... Là, la version qui est diffusée en ce moment, c'est la V4, on va dire, du truc. Mais encore pas loin de la V3, parce qu'il y a quelques... Tu les retravailles beaucoup? J'imagine que du coup, tu les as fait lire un petit peu. Ouais, c'est pas mal... Surtout Élysée. Parce qu'en fait, Élysée, comme je m'approprie le réel... Il y avait aussi un univers que je connaissais pas, donc je me suis vachement documenté quand même pour sur comment parler ça de se cette passe histoire. à l'Élysée, Exactement. la structure, l'organisation. Ouais, je recommande la BD Le Château de Mathieu Sapin, qui raconte un an sous la mandature de François Hollande, juste avant les attentats de Charlie Hebdo. Très cool, vraiment très, très super. Et puis ça te montre vraiment tous les décors, l'espèce d'usine à gaz que c'est que l'Élysée, la dimension que ça a, la notion du fait, juste savoir le fait qu'il y a 1000 personnes qui bossent à l'Élysée tous les jours. Ça, dans cette BD où par case, tu dois avoir 15 personnages à chaque fois, c'est complètement ahurissant. Après, je me suis avalé pas mal de trucs. Une dystopie politique qui s'appelle Marine Le Pen présidente. Qui a été écrite par des essayistes, des penseurs de la politique et de l'économie qui se sont basés sur des faits et le programme du RN
et des faits actuels pour établir les 3 premières années d'un éventuel mandat de Marine Le Pen à la présidence. Et pareil, ça m'a énormément appris de choses. Évidemment, après, comme je savais que je voulais faire un truc dystopique, dystopique, du coup, c'est mon avis personnel. Ouais. Peut-être sûrement pas pour d'autres. Je Peut-être voulais. réaliste. Je sais pas si ce genre de personne écoutera ton podcast. Je voulais absolument aussi connaître les éléments de langage qui permettent de ni stigmatiser et ni faire la part belle, en gros, quoi, ni encenser ce. Par exemple, j'ai lu Vincent Hédin, qui est un journaliste qui a écrit un bouquin qui s'appelle Les 12 ou 10 idées reçues sur le Rassemblement national. Évidemment, j'ai lu Salomé Saké, son bouquin Résister. J'ai bouffé tout ce qu'a pu faire Paloma Moritz ou des journalistes de cet ordre-là, et ça m'a énormément permis de ne pas rentrer dans la facilité, d'avoir ce discours juste, de ce discours en tout cas pas stigmatisant du coup, et d'envisager du coup l'écriture dans cet univers dystopique avec le Rassemblement national au pouvoir, sans être accablant, voilà, sans être à charge tout le temps. Voilà, donc ça a été ce qui m'a nourri pour écrire le truc. Et ensuite, bah voilà, les 3 semaines d'écriture, les 260 et des brouettes de pages, vient la question de comment je vais réaliser ça. Parce que là, on est à l'été dernier. Ouais, on est à l'été. Ouais, on est il y a 6 mois, quoi. Ok. Oui, donc t'as On bien est il y a enchaîné. 6 mois, ouais. Entre écriture, tournage, réal, montage, mixage. La post-prod est finie, là, tout est fini. Ouais. Ok. Ah oui, toute la post-prod a été terminée avant de diffuser. Ok. La chose que je savais, c'est que personne n'allait me suivre en termes de production. Tu peux pas vendre une œuvre politique. Les rares personnes qui ont fait ça, c'est François Perrache avec 57 rue de Varennes. Et encore, c'est pas à charge, encore une Oui, fois. c'est Puis pas c'est une engagé, politique fiction. tellement Ouais. que ça. Moi, je fais du name dropping. Tu vois, enfin, François Perrache, c'est pas risqué à ça, par exemple. Mais il y a d'autres œuvres qui ont du même ordre, genre Le Nuage des Nouvelles Écoutes, qui pareil, dépeint un univers politique absolument désastreux. Autour d'une centrale nucléaire. Ouais, autour d'une centrale nucléaire qui s'emballe. Qui est quand même un gros sujet. Donc c'est quand même des fictions qui prennent certains risques. Mais par contre, moi, je savais que mon histoire, personne n'allait suivre. Déjà, parce que d'un point de vue économique, budget, avoir 30 comédiens, rémunérer 30 comédiens, genre, c'est ce truc qui fait juste faire une syncope à un comptable. Moi, je voulais faire ça en prise réelle. En plus, initialement, je voulais enregistrer ça avec un zoom. Parce que comme le format, c'est des moments capturés clandestinement à l'insu des protagonistes qui prennent la parole, bah, je voulais que ça soit un truc très, très volatile, quoi. Sauf qu'en fait, non, après j'ai déchanté, il y avait d'autres... j'ai eu vent d'autres appareils qui m'ont permis d'avoir un confort un peu plus certain pour tu t'es posé la question quand même, parce que c'est vrai que ça aurait pu être aussi un choix éditorial, même d'enregistrer au téléphone, ou des choses comme ça, quoi. Ouais, alors non, le téléphone, c'était banni. C'était banni. Mais ouais, le zoom, ou en tout cas un truc qui s'y approchait, c'était envisagé. Et puis j'ai un pote qui a un G-son et qui m'a parlé d'un dispositif qui s'appelle le Nomono, qui te permet d'avoir des micros HF et une capsule au milieu qui enregistre avec 4 micros. Et quand tu exportes et importes tout ça dans ta session, dans ton dos, et ben du coup, tu peux directement formater ça en ambiphonie, et ça fait un truc hyper immersif, et c'est trop bien. Voilà. Et en fait, voilà, ça m'a convaincu. J'ai trouvé quelqu'un, en la personne de Philippe Chapeau, qui est le patron de Podcast Magazine, qui m'a prêté son Nomono. Et grâce à lui, j'ai pu faire ça, voilà, sans avoir à débourser un copec pour la réal, quoi. Donc après un mixage du coup en son immersif. Ouais, un mixage en son immersif. Alors parce que avec la compression des plateformes et tout, il faut quand même envisager ça. Donc c'est ça. Enfin, heureusement que j'ai pas déployé un dispositif ultra ambitieux qui m'aurait coûté un bras pour finalement finir en export MP3. Je suis entre les deux, quoi, tu vois. Le Nomono m'a au moins permis de me rassurer à ce niveau-là. C'est que j'ai pas engagé de frais, je me suis pas trop pris la tête pour le montage et le mix, et du coup ça va. Il y a des sibilantes, il y a évidemment la compression fait que la spat elle empathie un peu, mais c'est ok. Enfin, c'est malheureusement t'es obligé de passer. Enfin, les plateformes prennent que du MP3.
et t'es obligé de passer par ça. Bon, ça, c'est OK. Mais en tout cas, l'aspect immersif y est, et c'est ce que je voulais. Et puis décor réel, du coup, aussi, Décor comme tu réel. disais. C'était la première fois que tu tournais en décor réel? Ouais. Ouais, ça c'était... Bah du coup, pour répondre à une de tes questions du début, qu'est-ce que ça représente pour moi, Élysée? Élysée, ça représente deux choses. Ça représente une des choses que je n'avais jamais faites en fiction sonore, c'était ça, la prise réelle. J'avais très envie de le faire. J'ai pas eu l'occasion, malheureusement, je ne l'aurai certainement jamais avec Radio France d'assister à ça, parce que j'ai écrit un texte pour Radio France qui a été annulé. Mm. Et du coup, c'était la raison pour laquelle je l'ai fait, ce texte, c'était pour ça. Je voulais voir ce que c'était d'enregistrer en prise réelle. Et voilà, sachant que je n'allais jamais le voir avec eux, en tout cas, je me suis dit, bon, bah, je vais le faire moi, parce que je sais qu'aucun autre studio ne le fait, ou très peu. Et ça sera pas demain la veille dans tous les cas. Et puis j'avais vraiment envie de le faire. Et la deuxième chose que ça représente, Élysée, pour moi, c'est que ça clôt tout ce que j'ai fait depuis 5 ans. C'est effectivement, comme tu l'as dit, c'est mon projet le plus ambitieux. C'est le projet qui a rien à voir avec ce que j'ai fait auparavant. C'est un projet qui, à bien des égards, casse bon nombre de codes dans la diffusion, etc. Et ça, à la rigueur, je m'en fiche un peu, mais moi, c'était surtout le matériau qui m'intéressait. Et en fait, cette énergie que j'ai déployée, le fait d'avoir 30 comédiens bénévoles. Ouais. Justement, aussi dans l'écriture, comment tu as envisagé ça? Puisque c'est vrai qu'en fiction sonore, la difficulté aussi, c'est quand on a beaucoup de comédiens, on peut se perdre. Comment ça, est-ce que tu as pensé déjà dans l'écriture? Est-ce que tu as mis en place quelque chose aussi pour essayer de trouver des solutions? C'est la première mise en garde que j'ai reçue de Romain Mallet, qui me dit, t'as trop de personnages, on va rien comprendre. Et du coup, je me suis dit, ok, je vais pas revenir sur cette idée-là, mais par contre, je vais responsabiliser l'auditeur. C'est-à-dire que je vais pas le prendre pour un idiot, et je vais lui dire, ok, j'ai 30 personnages, en fait, je vais les présenter à chaque début d'épisode, et je vous laisse avec ça. Et comme au grand max, on n'y est pas encore dans la diffusion, mais il y a un épisode où il y a 5 personnages. En moyenne, on est à 2-3. À mon sens, c'est OK. Quand j'ai envoyé le texte final avec justement ce petit tableau au début, donc avec le narrateur qui dit bah, dans cet épisode, il y a Gisèle et Léa, machin, etc. À la lecture, ça a passé mieux. Et quand j'ai enregistré la série, et juste, même avec ça, même à la lecture, hein, et même si ça passait mieux, j'avais quand même cette mise en garde. On risque de rien comprendre. Et quand je suis quand même allé enregistrer la série, et quand j'ai commencé à faire écouter les premières ébauches, tout le monde m'a dit ok, c'est ok, ça passe. Et en vrai, et c'est prétentieux ce que je veux dire, je n'ai jamais douté de ça. Parce que c'était mon engagement. C'était de venir, je pense que les gens sont capables de faire la différence. Et j'en suis persuadé. Et pour l'instant, il n'y a personne qui m'a dit le contraire. Non, puis effectivement, dans le titre aussi, on a le nom des personnages, il y a quand même un visuel aussi. Enfin, on est accompagné. Ouais, il y a un petit dispositif, mais qui ne te prend pas par la main non plus, quoi. Tu vois, qui te pose juste les petits éléments et après tu te débrouilles. Et en vrai, moi, je cherchais ça. Et donc, c'est très bien. Et je suis très content que ça marche. Évidemment, je l'aurais entendu et compris que ça ne marche pas. Et du coup, j'aurais essayé de trouver une solution. Mais en l'état, voilà, je suis assez content d'avoir eu raison sur ce point-là. Voilà, c'est encore une fois très prétentieux ce que je dis, mais... Non, c'est bien, puis ça permet d'explorer aussi d'autres choses, peut-être des barrières qu'on peut se mettre aussi en fiction sonore et d'aller au-delà et d'essayer, en fait. Ouais, et ça représente une grosse prise de risque, Élysée, à ce sens-là. Parce que c'est vrai que le dispositif, un épisode par jour, avec des épisodes à géométrie variable en plus. T'en as pas forcément toujours pour ton argent, si j'ose dire, même si tu payes pas, mais t'attends un épisode et puis en fait t'as un épisode d'1 minute 30, tu vois. T'as un peu. J'ai quand même quelques commentaires qui vont dans ce sens-là. Le nombre de personnages, le discours, le name dropping, avec quelques personnalités connues et réelles. Ouais, tu prends des risques. Mais pour l'instant, ça choque personne, donc ça me va. Et la post-prod, alors, comment ça s'est déroulé aussi pour toi? La post-prod, ça a été ultra rapide, pour le coup, puisque j'avais très peu de prises. Tout était clair. J'ai eu quelques couacs de mix, puisque j'ai découvert les défauts du no mono aussi, en temps réel. Alors, le défaut du no mono principal, c'est que tu n'as pas de monitoring direct. Tu vas découvrir au dérush, pardon. Tu vas découvrir ce que tu as fait. Non, le seul défaut, c'est qu'il n'y avait pas d'anti-pop. Donc, du coup, pour des comédiens et comédiennes qui portaient leur micro très près de la bouche ou trop en bas trop dans l'axe,
j'avais des souffles tout le temps. Donc là, j'ai dû traiter. Il y a des comédiens, comédiennes que j'ai dû traiter à fond, sans trop dénaturer. Donc j'en suis assez fier. Quelques moments où ça crache aussi, parce que c'est des micros pour du podcast, c'est pas des micros pour de la fiction. Il y a pas trop enfin, la dynamique elle est très très plafonnée. Et du coup, le plus de temps que j'ai passé, c'était à nettoyer. Le montage s'est fait très rapidement. J'ai monté, donc, il y a 36 éléments sonores. Je les ai montés en 13 jours. Ah oui, donc efficace. Ouais. Mais c'est vrai que garder aussi une patine, ça peut être quelque chose d'un peu de sale, ça peut être intéressant aussi au vu du moi, c'est ce format. que je voulais. Bah oui. C'est ce que je voulais. Je voulais que ce soit imparfait au possible, parce que ça rentre dans la partie pris de la réalisation, d'avoir des capsules clandestines. Et puis, moi, je suis un peu un artisan, quoi. Parce qu'il faut savoir que je suis pas ingé son, je suis pas sound designer, je me suis auto-formé absolument partout. Ouais. Et il y a des trucs basiques, 101, que je ne maîtrise toujours pas. Toi, tu me parles de compression, tu me parles de maximizer, des trucs comme ça. Pour moi, c'est encore du mandarin, quoi. Voilà. Et je fais avec ce que j'ai et avec ce que je sais. Et Ce qui est fou, parce que la plupart de tes projets sont quand même très propres. Après, je perds beaucoup de cheveux hein, pour, pour trouver des idées, des solutions. Ouais. Je passe beaucoup de temps sur les tutos. Je suis entouré de potes ingé son aussi qui m'aident, qui m'orientent. Tout le monde essaie de me convaincre de passer à Pro Tools. Je m'y refuse encore. Mais je suis quand même assez bien entouré. Mais je me prends beaucoup la tête aussi, hein, quand même. Je sais pas, Nord-Nord-Ouest, je l'ai fait en Dolby Atmos. Tu vois, un mec qui est pas ingé son de formation qui se lance dans le Dolby Atmos, il y a rien qui va. Et bon, j'ai essayé de me démerder. Gorgeous 2 aussi, je l'ai fait en Dolby Atmos. Enfin voilà, des trucs. Et encore une fois, après, t'as l'export MP3 qui te fout tout ton travail en l'air et tu te dis, bon, allez, c'est pas grave, au moins je l'ai fait. Ouais. Et Élysée aussi, qu'est-ce que ça représente dans le sens où tu as des newsletters aussi sur LinkedIn où tu parles beaucoup de ce que tu vis, de la fiction sonore aussi plus généralement, beaucoup de sujets en tout cas que tu évoques. Et tu as partagé aussi que tu avais eu des difficultés psychologiquement, ça a été difficile 2025 pour toi. Élysée est arrivé aussi un peu à ce moment-là. Plus généralement peut-être, donc Élysée aussi, qu'est-ce que ça représente pour toi par rapport à ça, mais aussi plus généralement le monde de la fiction sonore, d'être auteur, réalisateur de fiction sonore en 2026. Tu vois, où est-ce que tu te vois aujourd'hui, demain, par rapport à tout ça? Le monde de l'économie qui est très en difficulté quand même, au budget de la culture, on n'en parle pas. Comme tu dis, du coup, 2025, ça a été une année hyper rude. Ce qui est très paradoxal, c'est que je sortais de Nord-Nord-Ouest, l'enregistrement, en janvier. 3 jours de bonheur. Je rentre chez moi. Début de l'apocalypse. C'est-à-dire que j'ai vraiment un ascenseur émotionnel indescriptible. Et je vois le truc venir. C'est-à-dire que, en fait, crise du budget. Il n'y a pas de budget début 2025. Et je vois pas le truc. Enfin, là, à ce moment-là, je me dis pas que ça va avoir un impact direct sur moi. Ou en tout cas sur des freelances comme moi, tu vois. Parce que pour gagner ma croûte, moi, je monte des podcasts, je fais de la réal, je fais des trucs comme ça. Un peu de texte aussi. Et en fait, t'entends ça dans les témoignages, des trucs, ou dans des films, du jour au lendemain, tout s'est arrêté. Mais du jour au lendemain. Tu te dis, soit c'est l'IA, soit c'est le budget, soit t'es nul. Ou peut-être les trois. Tu vois, vraiment, il y a un truc comme ça. Et en fait... voilà, il y a une conjoncture et tu apprends à ce moment-là que tu fais partie de la conjoncture et ça te remet à ta place d'une manière absolument violente et absolument détestable. Tu te remets, tu es devant un miroir, en fait, où que tu tournes la tête, tu as ce miroir, en fait, tu vois, tu ne vois que ça. Tu ne vois que là où tu n'as pas anticipé la chose. Tu ne vois que là où tu t'es pas assez diversifié. Tu vois, tu te remets en question tout le temps. Et il y a, avant qu'Élysée naisse, il y avait une volonté de quitter le milieu de la fiction sonore. D'abord, avec cette newsletter dont tu parles, il y avait une volonté de crier, de vraiment... de parler de la fiction sonore comme d'un souvenir joyeux, tout en conduisant le récit vers quelque chose qui m'a tué, entre guillemets, enfin symboliquement. Et donc il y a eu cette volonté de pousser ce cri par l'écrit, où je me mets en scène, hein, très concrètement. Alors, tout ce que je raconte, sur ma personne en tout cas, sont littéralement vrais. Toutes les difficultés que je mets en avant sont vraies.
voilà, problèmes psychologiques, etc. Tout ça, j'ai aucune pudeur, j'ai aucun recul, j'ai aucune retenue, pardon, pour parler de ça. Au contraire, ça me fait du bien. Voilà, c'est une sorte de catharsis qui me fait énormément de bien. Et en fait, en écrivant cette newsletter, je me suis aussi dit, j'avais aucune ambition avec ce truc-là, et du coup, j'avais juste envie d'écrire. Et je me suis dit, bon, bah, si quelqu'un m'entend, tant mieux. Mais surtout, si ça me permet, moi, de me repositionner quelque part, de réexister ailleurs, ou même encore une fois, peut-être encore un peu dans le médium de la fiction audio, et ben tant mieux. Et bah, à ce moment-là, du coup, donc j'écris cette newsletter, je crois que c'était en avril 2025, donc j'étais dans le creux du creux de la vague. Ensuite, je monte un podcast avec un pote à moi, César, qui s'appelle En passant par là, pour nous donner un truc à faire. Voilà, pour avoir un truc à faire, parce que j'avais pas de boulot, j'avais pas de boulot du tout. Et donc, du coup, faire un truc. Systémique aussi à ce moment-là. Systémique avec Romain Mallet, ouais. exactement. Les deux, En passant par là et Systémique, sont arrivés au même moment. Donc, je commence ces deux podcasts-là. Ça m'amuse, ça me remet le pied à l'étrier, ça me regonfle un peu. Évidemment, avec En passant par là, on parle énormément d'actualité, donc du coup, ça me remet un petit peu Élysée dans le fond de l'oreille. Et en fait, je me laisse. En fait, l'été arrive et je dis à ma femme, je dis, si j'ai, très honnêtement, si je me pose un ultimatum à moi-même. Si j'ai pas d'idée, si je sais pas ce que je veux faire, à la fin de l'été, j'arrête. Mais vraiment, j'arrête, je retourne à l'usine. C'est une expression que j'utilise énormément en ce moment. Je retourne à l'usine, je vais bosser, je sais pas. Je vais dans une agence intérim et je pose mon CV. Et voilà. Et donc, du coup, là, puis j'ai eu une petite désillusion. Enfin, en fait, il y a eu plein de trucs qui m'ont enfoncé, qui ont ouvert la plaie et qui ont mis du sel, du couteau, de l'huile, de l'acide, tout ça. Oui, parce que tu as été proche aussi d'entrer chez Radio France. Ouais, putain, ça a été dur. Aussi. C'est vrai que ça a été. Genre, en fait, parce qu'on le rappelle, tu as eu un prix en 2021 pour. 2022. 2022, oui, pardon. Pour ta fiction sonore Hôtel Gorgias, ouais. Et qui était donc avec France Culture, c'était Paris Podcast Festival et France Culture. Exactement, parrainé par France Culture. France Culture vient me voir 2-3 semaines après pour me dire on aimerait bien te rencontrer. Ok, donc j'y vais. Je rencontre Sophie de Picon, que j'embrasse, et qui est cette personne qui va me laisser croire qu'il y a un avenir dedans. Mais quand je dis ça, c'est pas du tout à charge. Elle va me dire si tu es là aujourd'hui, c'est pour une très bonne raison. Mais il y aura que du bon. Et j'y crois et je m'engouffre de tout mon être dans cette brèche. Ça représentait quoi? Parce qu'on ne l'a pas trop évoqué, mais c'est vrai que Radio France... C'est le Graal. C'est comme ça que tu as découvert un peu la fiction sonore aussi. C'est grâce à... Ouais, c'est fiction de Cédric Ossière, à Stade NT. C'est la première fiction sonore que j'ai écoutée. Et c'est grâce à lui et à son travail que je suis tombé amoureux de la fiction. Et donc, grâce in extenso à France Culture. Et donc, pour moi, de voir que même pas un an après... France Culture m'appelle pour que je leur propose un pitch. Il y a un moment, j'ai eu un peu le vertige. Je me suis dit, ça va super vite, quoi. Je balance une idée, parce qu'en plus, c'était dans la mouvance Blandine Masson, ouverture aux jeunes auteurs. Blandine Masson, donc, qui gérait la fiction sonore pour France Culture. C'était la directrice de la fiction à France Culture, qui ne l'est plus aujourd'hui, et qui, voilà, ouvrait toutes les brèches à Mehdi Bayad, qui a fait Fureur, à Elie Olivens, qui a fait Dorvido, tous ces jeunes auteurs-là qui ont popé des trucs complètement incroyables. Et moi, j'arrive, elle me dit, t'as une idée? Je dis, ouais, je veux faire un slasher. C'est quoi un slasher? C'est une histoire où tout le monde meurt. Mais en plus, vraiment avec beaucoup d'hémoglobine. Et elle dit, ok, on va le faire. Ok, super, j'écris un slasher. Je mets 1 an et demi à l'écrire. J'ai un directeur d'écriture. Je rentre dans un moule ultra professionnel et tout, tu vois. Je mets 1 an et demi à l'écrire. Je rends mon script. Et en fait, à ce moment-là, Blandine Masson se fait débarquer de Radio France, France Culture. Et Sophie de Picon, qui était sa conseillère littéraire, qui était chargée du podcast, justement, et un peu du recrutement et de la gestion des auteurs, démissionne de son poste. Et elle me dit, le dernier texte que je vais déposer et faire valider, c'est le tien. Donc du coup, on est novembre 2024. Je dépose mon texte juste au dernier moment. Sophie démissionne dans la semaine qui suit. Elle me dit la personne qui reprend mon poste, c'est telle personne. Écris-lui pour lui dire que tu es toujours là, etc. Voilà, pour que cette personne sache que tu existes, machin. Je fais tout ce qu'il faut. Et puis, j'ai plus de nouvelles. Je relance 3-4 mois plus tard.
on me dit que pour l'instant, l'avenir est très incertain à France Culture, le planning est surchargé, on donnera des nouvelles plus tard. Et je reviens 6 mois plus tard, on est en septembre 2025, je reviens de vacances, je viens de finir d'écrire Élysée. J'ai réécrit à Radio France, et pour moi, c'était mort. Je le savais déjà, avant d'écrire ce mail, je le savais. Et en fait, la personne qui me répond, que je ne citerai pas, me dit que très concrètement, je rentre plus dans la case, je rentre plus dans la ligne édito, c'est mort. Ce qu'il faut savoir, c'est quand tu signes un texte à Radio France, à partir du moment où tu l'as déposé, donc tu es payé dans l'intégralité de ta presta, et à ce moment-là, ils ont 1 an d'exclusivité pour produire et réaliser le truc. Et au-delà, et après, c'est 1 an, jour pour jour, ou J+1, le texte revient et t'en fais ce que tu veux. Si t'as pas de nouvelles. Après, ils peuvent tout dire, attendez encore un peu parce qu'on va peut-être le caser, machin. Mais moi, c'était clair, c'était mort. Ok, merci, ciao, ferme la boutique. À ce moment-là, j'avais déjà fait le deuil, mais c'était vraiment l'épitaphe, en fait, du truc. Je te cache pas que ça m'a encore une fois, et je venais d'écrire Élysée, et j'étais en mode, maintenant, je vais caster mes comédiens, je vais la faire, etc. J'étais sur le point d'arrêter, en fait, à ce moment-là. Et encore une fois, j'ai discuté avec Morgane, Mehdi, Romain, ma femme, tout ça. Enfin, bref, non, continue, il faut que tu le fasses, Élysée, c'est trop bien. Bref, et donc, ouais, c'est 2025 dur, que des déceptions. Enfin, c'était mais vraiment, pareil, enfin, on me contacte en été pour écrire un texte sur les troubles mentaux, genre un truc que je kiffe, vraiment un univers que j'ai envie de faire. Je bosse pas longtemps, mais j'y consacre énormément de temps. Je bosse dessus, je fais une propale, pas payée, c'est le jeu, tu vois. Le mec me dit, ça te dérange pas si je te mets en concurrence avec un autre auteur? Ouais, bof. Et oui, et puis de surcroît, je nommerai pas cette personne, mais de surcroît, il me confond avec Charlie Leméga, l'auteur de Altéré. Ok. Voilà, il me dit, j'ai adoré ce que tu as fait avec Altéré. Je fais, c'est pas moi qui ai fait Altéré. Ouais, j'aime beaucoup Altéré, j'aime beaucoup Charlie, mais non, c'est pas moi. Bref, et du coup, je travaille, et c'est pas moi qui ai le truc, quoi. Et pareil, tu vois. Et là, c'est que je te parlais du truc, soit c'est la L'enchaînement, quoi. conjoncture, soit c'est l'IA, soit c'est toi, t'es nul. À ce moment-là, j'étais nul, tu vois. Euh, ouais, je sortais de ça, Radio France qui me ferme la boutique, tout ça. Et je retrouve l'énergie. Et là où je voulais en venir tout à l'heure pour finir de répondre à une des questions que tu as posées, ce que ça représente Élysée pour moi, c'est ça, c'est la fin de ce chapitre en fait. C'est voilà, 2025 derrière. Je sais pas où je vais. En fait, je suis toujours dans une forme de précarité professionnelle, financière, de vie, psychologique aussi. J'ai pas eu d'avancée majeure. Il y a des bons signaux, il y a des moins bons signaux, il y a des fois pas de signaux du tout. Euh, mais Élysée, en tout cas, ça représente ça. Ça représente cet énorme bouquin de ces 5 dernières années, avec tous ces ascenseurs émotionnels qui m'ont forgé, que je referme. Et avec cette promesse de ne plus y revenir. Voilà, très simplement. Pas en me disant je ne refais plus de fiction, au contraire, mais de plus les faire comme ça. Et de plus les imaginer comme ça aussi, ou peut-être de plus les attendre aussi comme ça. Voilà. D'envisager la chose autrement. Je sais pas encore comment. Mais tu gardes espoir enfin, dans les messages que tu envoies, dans les newsletters que tu envoies. Ouais, Il y a beaucoup d'espoir quand même. c'est important. C'est important parce que beaucoup de gens m'en donnent. Tu vois, par exemple, il y a un monsieur que j'ai jamais rencontré, mais un soir, j'étais en train d'écrire ma newsletter et dans un des opus de la newsletter, je parlais de faire un projet de pièce radiophonique. Et à ce moment où j'écris la newsletter, où j'ai cette idée, je sais que je vais le faire. Sauf qu'évidemment, je l'ai jamais fait parce que c'est un gouffre financier et c'est très difficile de produire ces trucs-là quand tu t'appelles pas Radio France. Et, et du coup, je contacte un monsieur qui s'appelle Jack Souvent, qui est un ancien bah de Radio oui. France, Ouais, qui bien est une sûr. pointure dans le milieu. Et je le contacte sur LinkedIn à 23h. Je lui écris. À 23h02, il me répond. Incroyable. Je lui ai dit, voilà, bonjour Jack, on ne se connaît pas, vous ne me connaissez certainement pas, mais j'ai envie de faire une pièce de théâtre radiophonique et je voudrais en parler et je voudrais avoir des conseils, parce que je sais que je vais me manger un mur, mais j'ai juste besoin de savoir à quelle épaisseur il est ce mur, quoi. Et à 23h, ouais, 2, 3, il me répond, il me dit, mais
c'est une bonne idée. Il sait évidemment pas à quoi je veux parler. Il a évidemment pas lu ma newsletter. Il me dit, on se voit quand on peut, on boit un café. C'était il y a 1 an. Je l'ai jamais recontacté. J'ai 2-3 fois pour essayer de le choper, mais il n'était jamais là. Donc du coup, j'ai pas voulu déranger plus que ça ce monsieur. Mais j'ai trouvé ça super. En fait, j'ai trouvé ça super que ce mec qui a plus rien à prouver à qui que ce soit me réponde, quoi. Et en fait, c'est ce genre de truc-là qui m'a donné envie. Il y a aussi, alors, Et alors, du coup, la pièce? la pièce, j'ai très envie de la faire. J'ai très envie de la faire. Donc, c'est jouer une fiction sonore en direct devant un public. En fait, c'est d'enregistrer une fiction sonore live, qui est un double médium de diffusion, qui soit le live audio, mais le live, enfin le podcast audio pour le coup, et le live théâtre. Ce qui est l'origine de la fiction Ce qui sonore. est aussi, l'origine, vraiment, la base de la fiction sonore, c'est ça. La fiction radio, du coup. Radio, ouais, à l'époque. Qui est ça, Orson Welles, tout ça. Les années Exactement. Et ouais, donc du coup, je garde en tête qu'un jour, je ferai ça. Et je finirai, par répondre à ce propos-là, par rapport à ce message d'espoir. En fait, il y a un truc, j'ai fait beaucoup de choses en 5 ans, mais j'ai surtout rencontré beaucoup de gens. Dont toi d'ailleurs, si on doit rappeler l'anecdote de la manière dont je t'ai connu, c'était au PPF. J'étais avec une copine, Sophie Arouet, et on discute. On est dans le petit foyer de la Gaîté Lyrique. On a un peu arrosé, il est tard, tout le monde est crevé. La journée du PPF se termine, et à ce moment-là, on voit Grégoire Écoute dans le petit foyer en train de discuter avec 2 personnes, dont toi et une jeune femme qui parlait de son podcast de poésie. Et avec Sophie, on se dit, regarde, c'est Grégoire Écoute qui était un petit peu le curateur du moment sur Insta et consorts. Ouais, ce serait bien qu'on aille lui parler quand même, on a des trucs à vendre, tu vois. Genre, on se motive, on n'avait absolument aucun courage à y aller. Donc du coup, on y va et on se pose et vraiment, littéralement, on pop devant vous, quoi. On se pose à votre chaise. Bonjour, ça va? Ouais, on dérange? C'est pas grave. Et du coup, et en fait, j'ai passé plus de temps à parler avec toi, du coup, qu'à parler avec Grégoire. Et en fait, je crois que c'est surtout ça que je retiens aussi de ces 5 dernières années, c'est toutes ces rencontres un petit peu farfelues. Et ben mine de rien, aujourd'hui, j'ai le numéro de téléphone de beaucoup de gens. Et c'est des gens à qui j'écris, tu vois. Donc Ellie Olivens, avec qui j'ai mangé tout à l'heure, je lui ai dit, il y a 10 jours, je lui ai dit, je monte à Paris, dimanche, j'arrive assez tôt, on mange ensemble, alors qu'on s'était juste parlé 1 heure au téléphone il y a 1 mois. Et c'est juste pour papoter, juste pour parler un petit peu de la dynamique, de l'ambiance, prendre les températures de chacun, etc. Là, au mois de mars, je vais voir Mehdi Bayad à Bruxelles. C'est ce lien aussi, ce soutien, cette compréhension entre le monde des auteurs, des réalisateurs de fiction sonore, qui est important. J'ai eu Sophie de Picon au téléphone avant-hier. Je dors chez Romain Mallet ce soir, tu vois. En fait, c'est ça, c'est que je me rends compte que par ce médium, j'ai rencontré des gens super. Et en fait, c'est surtout ça, je crois, qui m'a motivé à ne pas vraiment quitter le médium, quoi. Et derrière, il y a quand même un festival aussi. Et oui. Amplifiction pour 2026. Alors 2026, faut pas se leurrer. Ouais. Ça va être compliqué. Ouais. Non, en vrai... effectivement, historiquement, on voulait faire ce festival en 2026 parce qu'on l'a pensé en 2025. Ouais. Et donc, on s'est dit, on va faire ça l'année prochaine. Sauf qu'on est déjà au 2e mois de l'année 2026 et qu'à ce moment-là, si tu veux avoir des subventions publiques, malheureusement, les budgets sont déjà bouclés. Il faut attendre juin pour avoir le budget de 2027, etc. Donc, en fait, pour avoir discuté avec bon nombre d'acteurs du milieu public, on m'a conseillé d'exploiter une brèche qui était le mois de janvier, qui est historiquement occupé par longueur d'onde, qui fait la passerelle entre janvier et février, pour faire un festival d'écoute qui est donc intrinsèquement en intérieur, et de le faire en hiver, au moment où personne n'a envie de se mettre dehors, et d'inciter les gens à aller dans un endroit plutôt en janvier. Et donc, on va plutôt s'orienter vers janvier 2027, ce qui finalement est très peu de temps après la fin 2026, parce qu'historiquement, on voulait le faire fin 2026. Donc ce projet Amplifiction, faire un festival d'écoute pour que des gens comme moi dans une bagnole, en voulant aller à un nouvel an où ils n'avaient pas du tout envie d'aller, écoutent une fiction sonore et se donnent envie soit d'en consommer, soit d'en faire. Et pour ça, du coup, susciter la rencontre, l'écoute, et pourquoi pas l'écoute et la rencontre. Donc, c'est-à-dire faire des écoutes collectives en auditorium dans un cinéma et écouter un épisode d'une série, écouter un unitaire et d'avoir les porteurs du projet derrière, donc l'auteur, l'autrice, réalisateur, réalisatrice, producteur, productrice, pour à chaud répondre aux questions du public. Et c'est comme ça qu'est né ce projet.
Et c'est un projet qui parle beaucoup, parce qu'on a beaucoup d'acteurs qui veulent nous suivre, d'acteurs du milieu culturel et sonore, qui veulent nous suivre. Maintenant, il reste à trouver des sous. Ouais. Voilà. Mais grosso modo, ouais. Et ça me conforte beaucoup. Je pense que c'est aussi une manière de rendre à la fiction sonore ce qu'elle m'a donné. Bon, ça fait un peu philosophie de comptoir de dire ça, mais c'est un petit peu vrai quand même, mine de rien. Tu vois. Et du coup, ça prendrait quoi? Ça prendrait un week-end où il y a Ouais. plusieurs écoutes sur le week-end avec plusieurs auteurs qui viennent présenter leur unitaire ou leur épisode de série, par exemple? Ouais, alors c'est encore un peu abstrait, mais dans l'idée, ça serait donc d'amener un public avec une programmation type festival cinéma. Donc vous allez avoir à telle heure, telle séance avec tel auteur, machin. Et aussi de proposer un espace de création, puisque en fait l'enjeu c'est quand même de rétribuer par exemple le travail de créatrices à travers notamment une compétition par exemple, avec pourquoi pas une dotation financière, avec un engagement d'une société de production derrière aussi, tu vois, enfin quelque chose qui permette à quelques-uns de mettre le pied à l'étrier. Euh, Tu vois, mine de rien, moi, et c'est pour ça que je suis pas rancunier, mais ce qui m'avait permis d'espérer Radio France, ben, j'aimerais le concrétiser pour d'autres. Il y a ça. Et puis aussi, sensibiliser la jeunesse, beaucoup. En fait, on voudrait faire un festival en 2 temps, avec une journée jeunesse et une journée grand public. Évidemment, les deux ne sont pas hermétiques, hein. Il est tout à fait possible d'être un public pour les deux. Et dans la journée jeunesse, c'est vraiment de créer ce côté rentrer en immersion, apprendre les métiers du son, apprendre les métiers de la fiction, bruiteur, sound designer, compositeur, acteur, directeur de comédien, réalisateur, tout ça, tout ça. Et, et du coup, voilà, éventuellement, d'amener une étincelle à parfois certains jeunes qui, à l'orée du bac, ne savent pas ce qu'ils vont faire l'année après, tous ces trucs-là, quoi, tu vois. Donc, ouais, c'est créer cette émulsion euh, qui fait défaut pour la fiction sonore. Parce que une telle convention, malheureusement, n'existe pas encore. Ouais, ça reste un peu niche, même caché dans le podcast. Ouais. Elle est présente, hein, à longueur d'onde, PPF, Podren, Pod Paris. Il paraît de podcast festival d'ailleurs où tu es vice-président. Ouais, je suis maintenant devenu en fiction, vice-président, ouais. Pareil, en fait, Paris Podcast Festival qui m'a permis de me mettre en avant, hein, de mettre en avant mon travail. C'est grâce à eux que j'ai été dans le radar de Radio France, etc. Du coup, la nouvelle organisation du PPF m'a contacté et m'a proposé d'occuper le rôle de représentant vice-président de la fiction sonore pour la prochaine édition qui aura du coup lieu normalement fin 2026. Et c'est cool, en espérant que ça inverse un petit peu la tendance et que la fiction sonore ne soit pas juste la vitrine ou l'espèce de freak show qu'on peut avoir dans les conventions. Parce que, en fait, c'est aussi comme ça qu'est né ce projet de festival d'amplifiction. C'est que c'est né d'un constat que la fiction est souvent juste l'invité de ces conventions-là et n'est pas forcément partie prenante du truc, quoi. Voilà. Donc, en espérant qu'aussi, avec le PPF, ça permette de mettre l'emphase sur la fiction audio. Donc des beaux projets pour 2026 quand même, c'est cool. Ouais. Et c'est bien d'aller au-delà de la création. C'est vrai que je prévois moins de prod pour cette année. Je fais de la médiation aussi, parce que je donne des cours, du coup, de création sonore, de fiction, pour des ingés, pour des futurs journalistes, des jeunes qui vont être amenés à bosser pour ou dans la culture, peut-être. Et ouais, j'ai envie de développer ça. Là, en ce moment, je remplis plein d'appels à projets pour mon territoire, où je veux faire des ateliers pour les jeunes, pour les EHPAD, pour les allophones, à travers la fiction sonore. Et ouais, je sais pas, ça m'intéresse. Ça m'intéresse de transmettre un peu. Et puis peut-être que ça, du coup, ça n'empêchera pas de faire de la production, parce que du coup, quand tu fais de la création, naturellement, tu rentres dans une logique très rapidement de production. Mais je sais pas, ça me permettrait aussi de voir le médium autrement. Et c'est peut-être ça que j'avais envie d'explorer cette année. D'être en relation encore une fois. Et du coup, ce serait à Bordeaux aussi, Amplifiction. Ouais. Regardez cette idée-là. Alors, la bonne nouvelle, qui n'est pas concrète encore, mais c'est que c'est pas un festival qui se veut enterré dans un territoire. Okay. C'est un festival qu'on voudrait itinérant. Et évidemment, faire une première édition sur un territoire précis, et pourquoi pas, prochaine édition à Lyon, à Nantes, Marseille, Paris, Lille, enfin tu vois, c'était comme ça. Podren, Pod Paris, ouais, c'est ça. Bruxelles. Alors la logique de Podren, c'est plutôt de faire des antennes, ouais. Tu sais, donc podcast, Pod Bruxelles, Pod Paris. Nous, c'est vraiment de déplacer le Amplifiction. Okay. Tu vois, l'année où il aura lieu à Nantes, il n'aura pas lieu à Bordeaux. Okay. Tu vois, et par contre aussi de créer, comme fait Longueur d'onde avec la Maison de la Poésie par exemple, créer des petits moments inter-éditions, quoi, tu vois.
euh, pour, euh, pour faire parler de l'actu, quoi, de la fiction sonore. Hmm. Voilà. Là, on est en train de plus ou moins entrevoir un truc à Nantes, dans cet ordre-là. Ok, trop bien. Voilà. On va terminer avec quelques. L'idée, c'est de recommander aussi un petit peu des fictions Carrément. sonores, peut-être qui t'ont marqué. Tu nous en as parlé déjà avec Astadente de Cédric Ossir. Est-ce qu'il y a, voilà, quelles sont les fictions sonores qui t'ont le plus marqué, qui t'ont le plus inspiré, que tu voudrais nous partager? Alors que ce soit des fictions ou des réals aussi plus généralement, ou des auteurs aussi. Ouais. Je vais parler un peu de mes potes. Non, alors, en vrai, alors je vais en donner quelques-unes de la sphère pro. Moi, il y a une série que j'ai jalousée, je lui ai jamais dit, de Mehdi, c'est Ataton, parce que j'adore ce genre de polar. En fait, c'est un truc à la Sherlock Holmes ou à la Hercule Poirot, quoi. C'est une série de 10 épisodes de 25 minutes, avec une enquête où tu sais pas trop où ça va, et puis tous les taux se resserrent à la fin, et puis t'as un moment Hercule Poirot qui est génial, et j'adore ça. Enfin, vraiment, j'adore ça. Et dans l'écriture, la finesse, tu réécoutes la série, tu dis putain, c'est à ce moment-là que j'aurais dû le savoir et tout. Enfin, j'adore ce genre de truc-là. Donc, ouais, je lui jalouse ça à Mehdi. Euh, en autre recommandation de la sphère pro, je crois que ouais, une des grandes claques que j'ai eues, c'était chez Blind, avec qui j'ai fait le comptoir des parallèles. Mais avant que je les connaisse, j'avais connu le truc parce que c'était les premiers qui faisaient de l'adaptation de bande dessinée en fiction sonore. Je suis pas un grand lecteur de bande dessinée. Et quand j'ai vu le catalogue qu'ils avaient, je voyais des opus qui m'intéressaient pas trop, alors que c'était des gros classiques, genre Black Sad, L'Enfeuse de Troie et tout ça. Et par contre, il y avait... je suis un grand fan de Sherlock Holmes, putain. Il y avait Sherlock Holmes, tu vois. Mais le Sherlock Holmes BD, c'est-à-dire c'est la version fantastique et science-fiction de Sherlock Holmes. Et c'est trop, trop bien. Et ils ont fait ça, et je crois que j'ai pris une méga grosse claque avec une des voix, un des comédiens voix qui est un de mes acteurs fétiches, c'est Yvan Gouillon qui joue Sherlock, que j'ai eu la chance d'avoir dans le comptoir des parallèles après. Ouais, c'était juste trop bien, en fait. C'était ma première vraie grosse claque de prod et d'avoir une BD que je n'avais pas sous les yeux, mais que je visualisais parfaitement, quoi. Et pareil, ils avaient le timing des scènes d'action, parce que les scènes d'action en fiction sonore, c'est toujours clivant, c'est toujours très périlleux, beaucoup de prise de risque. Et là, c'était parfait, c'était bien léché, le timing parfait, tout était bien. Tout était bien. L'incarnation était bien, la zik était bien, l'adaptation, du coup, était bien. Et j'ai rencontré tous les gens qui ont bossé sur ce projet par la suite. Et du coup, vraiment, c'est une belle école, Blind, c'est une belle maison. Ils ont fait des super trucs. Et après, dans la sphère un peu plus amatrice, on a Henri Bréjon, du coup, avec L'Abri, qui est vraiment très chouette. Si vous avez aimé The Silo, grosse série Apple qui se passe dans un bunker, c'est dans le même univers. Hein, l'humanité dans la fin du monde se réfugie dans un bunker, etc. C'est très cool, c'est écrit à l'époque, le mec il doit avoir 19 ans, je crois, un truc comme ça. Ouais. Ouais. Et c'est très bien, c'est très bien, c'est vraiment très chouette. Et après, j'en ai tellement à donner en fait. Allez, je finirai quand même parce qu'il le mérite vraiment. Icos, du coup, je l'ai cité. Donc, Demain, si on passe la nuit, qui a été vraiment un récit très poignant parce que, voilà, en fait, on a tous vu la guerre en Ukraine débouler comme ça, sans crier gare, ou presque. Et on s'est ému de cette situation, mais à aucun moment, avec cette espèce de rapport kilométrique à une zone de conflit, à aucun moment on s'est mis dans leur basque. Et en fait, lui, il a fait l'effort de le faire, mais en plus en vrai, quoi. Il y a été, tu vois. Et en plus, il raconte ça. Il a fait d'abord un journal de bord écrit, et puis après, il l'a raconté en fiction, avec beaucoup de pudeur. Ouais, faut savoir qu'il y a un petit festival dans la saga Sphère qui s'appelle La Nuit sans images, qui a un super nom. Et j'avais fait partie du jury une année. Et voilà, j'avais voté pour lui parce que je trouvais que c'était celui qui le méritait le plus. Et voilà. Alors, je finirais juste par une fiction qui m'a fait mourir de rire, c'est 1 € la minute aussi. Je sais pas si. C'est Nouvelles Écoutes avec Gaumont. Ah non. C'est l'histoire d'une quadra t'as 3 enfants qui, au bout de sa vie, qui sait pas où elle va. Et en fait, elle a un job elle fait des promotions dans les supermarchés, tu sais. Donc, il y a la nana en tête de gondole qui fait venez acheter des anchois, machin.
Et sauf qu'un jour, il se passe un truc dans son magasin et elle se fait virer. Voilà. Et donc là, à partir de ce moment-là, elle n'a plus rien. Elle rentre chez elle, son mec lui annonce qu'il quitte sa boîte où il était senior cadre, machin. Donc ils ont plus de revenus, ils sont au fond du trou, ils ont 3 gamins, ils savent plus où ils vont. Et puis en fait, elle trouve une solution, c'est de faire du téléphone rose. Et c'est génial. Trop bien. C'est juste génial. C'est vraiment très drôle. Ça finit en cliffhanger. Je pense qu'il n'y aura jamais de saison 2, mais c'est vraiment trop, trop bien, quoi. Voilà. Bon, bah, trop cool. Et puis, bien sûr, tu l'as dit, Mehdi Bayad aussi, Romain Mallet, Ouais. Cédric aussi. Ah bah, je les cite Elie pas, je les cite Oliven pas aussi, trop parce allez, que ça serait du clientélisme. mais en Mais même temps, bah, Jacques Addy, c'est- si vous connaissez pas ouais, Jacques Addy, super. c'est super parce que c'est un film audio. C'est un film audio. Il fait 1h20, mais ils l'ont décliné. Si voilà, vous n'avez pas la patience de faire 1h20, ils l'ont décliné en série. Bah, ils l'ont chapitré. Et c'est très cool parce que c'est une série qui pourrait être, ou un film qui pourrait être visuel et qui joue pourtant sur l'invisible et le côté occultant. Parce qu'en fait, c'est l'histoire, c'est une enquête où il y a je crois que c'est une prise d'otage dans un immeuble et le preneur d'otage se trouve derrière une porte et toute la séquence de négociation avec l'héroïne se passe voilà, au travers de cette porte. Donc en fait, on voit jamais l'action. On voit juste l'héroïne qui perd patience, qui essaie de négocier. Machin, etc. Et c'est génial, c'est génial. Voilà, je trouve ça génial. Ça marche trop bien. Je dis ça juste pour que Romain ne me laisse pas dormir dehors cette nuit. Et peut-être quel invité t'aimerais aussi entendre pour cette émission? Ah, tant de gens. Qui tu nous recommanderais? Je pense que je recommanderais plein de genres. Je vais faire une parité de genres. Camille Coller, à qui on doit beaucoup de trucs très stylés chez Radio France. Et qui a beaucoup de choses à dire, hein, qui est pas une novice hein, dans le genre. Évidemment, je pense que j'ai pas besoin de te convertir, mais François Perrache, je pense qu'en termes de Bible et d'anecdotes, c'est quelqu'un qui doit avoir beaucoup de choses à dire. Ouais. Ouais. Voilà. Bon, bah, trop bien. Merci beaucoup, Roman. Merci à toi.